Mes chers amis, en ce moment historique pour notre mouvement, c'est avec beaucoup d'émotion et en pleine conscience de ce que nous sommes en train de faire dans notre histoire, et je l'espère pour l'histoire, que je m'adresse à vous tous, radicaux venant de droite, venant de gauche, certains venant d'ailleurs, parce qu'on a cette capacité d'attraction et d'accueil qui est légendaire. Vous êtes tous aujourd'hui, nous sommes tous aujourd'hui, affranchis des anciennes alliances. Et nous sommes réunis pour la première fois depuis 1972. J'ai vécu des choses évidemment marquantes dans le parcours public que j'ai pu conduire jusque maintenant. Quand j'ai commencé comme militant, c'était la chute du mur de Berlin. Et aujourd'hui, que je m'épanouis dans ce mandat de maire de Nancy, André, j'assiste, comme vous, à l'agonie de l'État islamique en étant convaincu qu'elle se transformera en un autre avatar et que nous sommes dans une guerre qui n'a rien de drôle, à laquelle nous ne sommes pas préparés, et qui est une forme de retour de barbarie comme on n'en a pas connu depuis le deuxième conflit mondial. Et j'ai assisté en même temps que ces grands événements à un monde politique français qui était incapable de relancer l'économie, qui était incapable d'endiguer le chômage, d'empêcher les chômeurs de longue durée de s'accumuler, les bénéficiaires de minima sociaux de croître, qui était incapable d'enrayer aussi le scepticisme sur nos institutions, une forme de désespérance des Français envers la République, bref, qui était incapable de changer la vie. Face à cette contradiction, j'ai toujours pensé que nous aurions un grand rôle à jouer. Et je l'ai pensé dès mon adhésion en 1988 au Parti radical. Et je sais qu'André, pour qui j'ai un sentiment affectueux aujourd'hui, je l'ai toujours, André, mais aujourd'hui particulièrement. Je sais qu'André avait aussi cette conviction. On peut l'applaudir. Il avait cette conviction parce qu'il a été trahi, c'est bien la première fois que cela lui est arrivé, par un collaborateur lui aussi barbu, M. Rivière, assis à côté de lui, qui avait dans son bureau de chef de cabinet une carte de France, avec des aiguilles de différents formats, certaines étaient triangulaires, rondes, carrées, pour montrer les mandats locaux, les mandats nationaux. Et à l'époque où nous étions dans l'UDF, qui comprenait 6 composantes, il n'y avait que 2 couleurs. Et je me demande si ce n'était pas le rouge et le jaune, d'ailleurs. Et il y en avait une qui était pour les Valoisiens et l'autre qui était pour les radicaux de gauche. Ce qui veut dire qu'en cette époque-là, André travaillait sur ce sujet-là et qu'il avait la volonté, en tout cas, de jamais couper le lien et de faire en sorte qu'il puisse se renouer un jour. Aujourd'hui, nous retrouvons ce qui a fait notre mouvement depuis plus de 6 générations. Ce désir farouche de République, plus authentique que tout autre. Notre amour pour la République, c'est celui de Gambetta, celui de Clémenceau, souvent cité, celui de Mendès France, celui de Servan-Schreiber, celui que nous portons tous dans nos territoires, là où nous militons, là où nous sommes élus. Il vient du fond du monde contemporain et des grandes guerres qui l'ont blessé. Il vient des Lumières et de la marche implacable de la liberté. Nos convictions sont écrites à l'encre du rêve démocratique. Elles précèdent d'un siècle les tweets, la langue de bois, les propos d'estrade, les posts et autres joyeusetés que nous ne manquerons pas de faire néanmoins pour être performants dans la compétition électorale qui nous attend. Notre postulat humaniste est sans égal. La politique ne se mesure pas de manière arithmétique. Ce n'est pas de la tuyauterie ou du comptage. Nous avons certes moins d'adhérents que beaucoup de grands partis, mais beaucoup de partis qui se croyaient si grands sont aujourd'hui bien fragile. Et si nous avons la certitude d'être la formation politique humaniste, Guillaume, ça c'est pour un cercle restreint. Au prochain congrès, vous aurez la solution du quiz. Donc je disais que si nous avons la conviction d'être la formation politique humaniste de ce pays, nous savons en tout cas qu'il ne peut pas avancer dans l'histoire sans justice.
À la fin du XIXe siècle, et c'est important de rappeler rapidement, que les radicaux ont été là à chaque fois que la France s'est transformée en profondeur. À chacune de ces révolutions, à chacune de ces mues profondes, les radicaux ont accompagné ce changement. Ils ont été là dans ce moment maïeutique. À la fin du XIXe, nos aînés ont créé le Parti républicain radical et radical socialiste, parce qu'il fallait une réponse politique au résultat de la révolution industrielle, l'exode rural, la création des faubourgs, qu'on appellerait aujourd'hui des bidonvilles, l'absence de justice dans la répartition des richesses, l'inexistence de protection sociale, notamment pour les plus faibles. Face aux partisans de l'Ancien Régime, il y en avait encore, face à tous ceux qui moquaient la République, les radicaux ont porté à bout de bras l'école laïque, gratuite, publique et obligatoire. Ils ont écrit et fait voter les premières lois sociales. Ils ont bataillé, jusque dans les villages, pour la séparation des églises et de l'État, qui a été votée, vous le savez, jour pour jour, il y a 112 ans, par notre Parlement. Cette ambition, notre ambition humaniste, s'est traduite en actes politiques fondateurs. Ils sont dans nos livres. Et je crois que c'est émouvant pour un radical de voir ses enfants, ses petits-enfants, apprendre à l'école qu'une bonne partie de ce qui fait l'héritage de la République est en fait celui aussi des radicaux. Après la Seconde Guerre mondiale, après l'Holocauste, après ces horreurs que sont la haine de l'autre, l'antisémitisme, le racisme, et que tu as à juste titre stigmatisé, Jean-Michel, une autre génération de radicaux est montée au front pour porter la reconstruction matérielle et morale de la France, celle de l'Europe aussi. Dans un climat d'immense fragilité, ils ont défendu la décolonisation, l'émancipation des peuples. Ils ont tendu la main à l'Allemagne, qui était pourtant honnie. Ils se sont engagés pour la construction de l'Europe et ils ont cru en demain. Ils ont surtout, en fait, cru en un lendemain pour notre vieux continent, pourtant détruit par une barbarie sans précédent. Et c'est ce qui nous permet de vivre aujourd'hui dans cette sécurité, dans cette paix, dont parfois nous mesurons mal combien, à l'échelle de notre planète, elle est un bien rare. Aujourd'hui, cette grande histoire revient. Face aux inégalités et aux excès de la mondialisation, face aux périls climatiques, aux grandes migrations, face à l'obscurantisme et au terrorisme islamique, face au dépassement des limites humaines que poursuit la révolution digitale, aujourd'hui et demain les défis du transhumanisme, nous, radicaux enfin réunis, parce que nous avons cet idéal, nous allons nous battre pour le sursaut humaniste, sans lequel rien de ce qui est proposé aujourd'hui, car notre pays ne tiendra pas durablement sans justice, sans lequel rien de ce qui est proposé aujourd'hui ne vaut la peine d'être défendu devant nos concitoyens. Nous devons d'abord être nous-mêmes et regarder sans concession les 40 années passées. 40 années marquées par le clivage droite-gauche, l'opposition manichéenne entre ceux qui se présentaient souvent comme des tenants de la liberté et d'autres comme ceux de l'égalité, opposition manichéenne dans laquelle nous nous sommes souvent sentis marginaux, à la marge, force d'appoint, supplétifs, disais-tu, Sylvia. Oui, c'est vrai, nous nous sommes sentis à la marge dans ces alliances, du fait de la reconnaissance de nos idées, du fait aussi de la prise en compte et du respect de nos idéaux. Moi, je voudrais donner simplement un témoignage. J'ai été heurté dans mes convictions au moment du discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy en 2010. Et avec Jean-Louis Borloo, à ce moment-là, nous avons su qu'il fallait quitter l'UMP, qu'il fallait que les radicaux reprennent leur indépendance, parce qu'un fossé était apparu entre nos visions de l'humanité. Il n'est pas difficile de s'entendre sur la régulation du marché ou sur des programmes d'investissement ou des cartes d'aménagement du territoire. Il est en revanche très difficile de concilier des regards divergents sur ce qu'est la personne humaine et sur la fraternité. Je veux rendre ici hommage à Jean-Jacques Servan-Schreiber, à Gabriel Péronnet, à Didier Bariani, à André Rossino, à Yves Galland, à Thierry Cornier, à François Loos et à Jean-Louis Borloo. Je veux rendre hommage aussi, bien sûr, à Robert Fabre, à Michel Crépeau, à Roger Gérard Schwarzenberg, à Jean-Michel Baillet, à François Doubin, à Yvon Collin, à Émile Zuccarelli et à Jean-François Horry. Ils ont porté, avant Sylvia et avant moi, l'étendard radical. Dans ce contexte où, à chaque minute, notre légitimité était contestée et notre existence
souvent l'objet plus de moqueries que de considération. Ils ont traversé des crises, ils ont surmonté des déceptions, ils ont été confrontés à l'amertume des militants, et on a vu tout à l'heure que le sentiment des militants pouvait être plein de fougue. Ils ont été confrontés surtout à cette dureté du clivage droite-gauche. Et malgré ce contexte, malgré notre séparation, nous avons toujours su défendre, nos présidents ont toujours su défendre de grands progrès, en soutenant la majorité à 18 ans, en soutenant l'interruption volontaire de grossesse, en soutenant l'abolition de la peine de mort, en soutenant la libération des radios et des médias, en soutenant la loi sur la fin de vie, en soutenant le mariage pour tous. Ils ont toujours fait vivre nos valeurs, celles qui forment le socle de notre rassemblement d'aujourd'hui, la laïcité, qu'ils ont défendue, notamment en se retrouvant autour de la loi sur le port de signes religieux dans nos écoles. L'Europe politique, pour laquelle ils ont milité au moment de l'acte unique, au moment du traité de Maastricht, au moment du débat sur le traité constitutionnel européen de 2005. Et enfin pour la décentralisation, qu'ils ont toujours encouragée et défendue, que ce soit en 1983 et en 2003. Et je veux simplement saluer leur travail, notre travail sous leur présidence, pour, malgré ce clivage qui nous séparait, avoir su faire prévaloir nos valeurs communes. Aujourd'hui, nous sommes libres. Nos valeurs et notre analyse du monde sont les mêmes. Nos anciennes alliances sont obsolètes. Le Parti socialiste est en déliquescence, les républicains se divisent, ils sont sans boussole, et le socle idéologique qui leur semble promis avec la probable élection de Laurent Wauquiez est trop étroit pour rassembler les Français. J'ai la conviction, je crois que nous avons tous la conviction, qu'il n'y a plus de progrès à bâtir pour notre pays en cultivant cette opposition entre la gauche et la droite. Merci Bertrand. Je sais néanmoins que certains d'entre vous s'inquiètent de nos alliances, de notre positionnement. Je voudrais simplement attirer leur attention sur la vitesse à laquelle les pronostics d'un jour sont démentis le mois suivant. Le Parti socialiste qui s'acharne à survivre alors que ses deux champions ont définitivement quitté le navire, qu'il s'agisse d'Emmanuel Valls ou qu'il s'agisse de Benoît Hamon, comme l'a montré la dernière réunion de son mouvement. Les constructifs, qu'on nous annonçait devoir accueillir toute la droite modérée. Tous les ministres issus des Républicains sont directement adhérents à La République En Marche. Et on a appris qu'on pouvait être adhérent aux constructifs et en même temps chez les Républicains présidés par Laurent Wauquiez. Mais combien de plans sur la comète ont été bâtis sur ces scénarios qui, déjà aujourd'hui, sont démentis? Alors nous pouvons, comme souvent, hélas, les radicaux, attendre de savoir comment les choses vont se passer et finalement, comment on peut jouer placé, sans mauvais jeu de mots. Non mais j'essaye de... Bon, quand même. Comme je sais qu'il le prendra bien. Ou alors, nous pouvons nous dire que dans cette confusion, le plus clair, le plus sage, le plus cohérent, c'est assurément notre réunion. Alors que tout le monde envoie un message de division, et tu l'as dit Sylvia, il fait bon finalement se rassembler, être les premiers à le faire parmi les partis de l'Ancien Monde. Le faire en réaffirmant, et tu l'as dit, haut et fort, notre ligne d'indépendance politique. Le radicalisme n'est soluble dans aucun grand parti, Thierry, dans aucune doctrine. Ce n'est pas non plus un splendide isolement. Il est au cœur de l'espace central, devenu essentiel depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Mais mes amis, il est indispensable que cet espace central survive au quinquennat, qu'il soit durablement, pendant 45 ans j'espère, incontournable dans la vie politique française et qu'on se dise que rien ne peut se faire sans lui. Je m'autoriserai une seule citation, c'est celle de Sénèque. « Il n'est pas de bon vent pour le marin qui ne sait où il va ». Et c'est la raison pour laquelle, dans cette recomposition qui pour l'heure n'a pas de limite, et il faut être franc, pas de cap clair, je crois que nous avons bien fait d'aller vite, Sylvia. Je crois que nous avons bien fait parfois d'être fermes sur la volonté de tenir les délais que nous nous étions donnés,
parce que je crois que notre réunion devient un élément de la recomposition. Et que pour la première fois depuis longtemps, les radicaux ne sont pas des spectateurs de l'évolution du paysage politique, mais ils se sont donné les outils, les moyens pour en être un des principaux acteurs. Je suis convaincu que dans ce temps où les choses se décomposent avant de se recomposer, la prime ira à ceux qui seront clairs, qui seront tenaces, à ceux qui résisteront aux pressions, aux ostracismes, aux oukases. Et la confiance va toujours avec la constance. Elle se méfie des circonstances, et je souhaite que cette ligne d'indépendance que nous avons fixée, nous soyons tous en mesure de la tenir, échéance après échéance, dans le bénéfice de notre famille politique. Alors je l'ai dit, l'indépendance, ce n'est pas l'isolement, et évidemment, ça ne vous surprendra pas, je partage le point de vue de Sylvia, sur le fait que nous devons être nous-mêmes, mais ouverts aussi à d'autres formations, à d'autres sensibilités, à des personnalités, venus de la social-démocratie, venus de l'écologie, venus du centre-droit. C'est la raison pour laquelle le fait d'accepter d'ajouter un petit plus à radical dans notre intitulé est un message important. Important pour nous, parce que nous montrons que nous voulons grandir, que nous voulons accueillir, que nous voulons peser plus, que nous voulons être incontournables demain. Et il est important pour ceux que nos valeurs interpellent, pour ceux que nos convictions intéressent, mais qui se demandent s'ils pourront entrer dans le club. Eh bien, nous leur disons non, le Parti radical, ce n'est pas un club. Non, le Parti radical, ce n'est pas une amicale centenaire. Le Parti radical, c'est une famille politique, un mouvement, et je crois que le mot est bien choisi, qui va de l'avant, qui défend les convictions de la République, qui veut les mettre, bien sûr, à l'unisson du XXIe siècle, et qui entend le faire avec toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté qui souhaitent se joindre à ce beau combat. Je ne reviendrai pas sur ce qui caractérise les radicaux. Nous sommes des amis de la liberté, nous sommes d'intransigeants défenseurs de la laïcité, nous sommes attachés à la justice sociale, et je crois que nous avons bien fait de rappeler notre engagement pour les emplois d'insertion. Je crois que nous faisons bien aujourd'hui de travailler sur les questions du logement social, parce que, j'y reviendrai après, le sentiment de justice sociale est un élément clé de la transformation du pays. Nous sommes convaincus, comme le président de la République, que la France a besoin d'une profonde transformation, que d'autres grandes nations européennes ont faite. Mais elle ne sera acceptée, elle ne sera portée que si les Français ont un sentiment qu'elle se conduit dans la justice. C'est un sujet fondamental pour nous, les radicaux, et je crois que c'est important de dire qu'on peut vouloir l'Europe, on peut vouloir une économie performante, on peut vouloir des Françaises et des Français diplômés, qualifiés, compétitifs, on peut vouloir des territoires innovants, mais on ne peut pas se contenter des métropoles. Pardon André. On ne peut pas se contenter de la France qui va bien, de celle qui a des diplômes, de celle pour qui le chômage est un sujet de presse et non pas un sujet de vie quotidienne. Il y a une France des quartiers populaires qui se sent abandonnés. Il y a une France de la ruralité qui se sent oubliée. Il y a une France des villes moyennes qui ne sont pas dans la mondialisation et qui se sentent menacées par elle. Et c'est le rôle des radicaux que de porter leur voix et que de leur donner une place dans le contrat républicain demain. Enfin, nous, radicaux, nous avons une vision différente de celle de la Ve République, de ce qu'est la vie dans la République. Nous avons toujours été respectueux de l'autorité de l'État et je crois que nous avons soutenu d'ailleurs les mesures prises pour la sécurité des Français dans cette période de combat contre le terrorisme. Mais nous ne croyons pas à la verticalité de la décision publique. Nous croyons au contrat. Nous croyons au contrat social. Et nous sommes convaincus qu'à un moment donné, c'est plus facile de transformer la France en associant au changement tous ceux qui, de toute façon, parce qu'ils le connaîtront, n'auront d'autre choix que de s'y opposer s'ils ne l'ont pas consenti. C'est la raison pour laquelle nous voulons une gouvernance par le contrat, avec les territoires et les collectivités locales, avec les partenaires sociaux, avec les grands réseaux associatifs, et c'est la raison pour laquelle nous voulons que notre parti soit ouvert sur d'autres formations, je l'ai dit, mais aussi sur ces réseaux civils, dans les associations, dans les syndicats, dans les acteurs de la vie économique. C'est fondamental que nous retrouvions notre place dans le cœur battant de la société, dans ceux qui créent les richesses matérielles, dans ceux qui créent les richesses intellectuelles, dans ceux qui font les liens de solidarité au quotidien. Et c'est cette vision de la gouvernance et de la transformation du pays par le contrat
que nous défendrons toujours, comme nous défendrons l'idée d'une République équilibrée. Et je voudrais terminer mon propos sur les institutions par ce point. On est arrivé au bout d'un cycle avec le quinquennat et l'élection législative dans la foulée de l'élection du président. Le président a des pouvoirs immenses, sûrement est-il le président d'une démocratie au monde qui en porte le plus. Et le président a maintenant toujours sa majorité à l'Assemblée nationale dans la foulée de son élection, parce que les Français veulent pouvoir juger sur pièce, donc ils donnent la majorité, ou plutôt, de plus en plus, ils laissent donner la majorité. Mais on ne peut pas se satisfaire d'une République où le président, en face de lui, n'a plus de Parlement, parce que les Français ne vont plus voter. On n'a jamais atteint plus de 50% de participation, d'abstention, aux élections législatives, comme ce fut le cas la dernière fois, et où la justice est décriée. Et je crois que c'est aux radicaux à plaider, par le retour de la proportionnelle, sur une restauration du Parlement, sur l'idée qu'il y aura des contrats de majorité qui seront passés, et qu'on pourra gouverner par le contrat et non pas par l'acte d'autorité. Et c'est les radicaux qui doivent plaider inlassablement pour nos magistrats. Parce qu'il est indigne d'un pays comme la France, d'avoir 3 fois moins de magistrats que l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, l'Italie ou l'Espagne par habitant. Et il est surtout indigne pour un pays comme la France, en tout cas celle que j'aime, celle que nous aimons, cette patrie des droits de l'homme, d'être quasiment toujours le pays le plus sanctionné par la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'on juge lentement, parce qu'on juge mal, parce qu'on bat des records de détention provisoire dans nos maisons d'arrêt. La personne humaine, sa dignité, est au prix de la victoire de ce combat. C'est le même combat que l'abolition de la peine de mort, et c'est un combat qui est un combat des radicaux. Je voudrais, pour terminer mon propos, vous livrer une conviction et adresser quelques remerciements. Une conviction, c'est que la politique, dans ce temps de profonde mutation, doit renouer avec le temps long et avec l'histoire. Et que c'est notre temps. C'est le temps des philosophies. Des philosophies, bien sûr, qu'on veut dédier à l'action. Je l'ai dit, je ne le redirai pas, mais le radicalisme, c'est aussi une belle philosophie, avant d'être une pensée d'action. Je crois que le mouvement radical que nous relançons aujourd'hui n'a pas pris une ride, et qu'au contraire, il est d'une totale modernité. Et je voudrais adresser des remerciements, parce que des moments de doute, j'en ai eu, et beaucoup d'entre vous m'ont aidé à les dissiper. Alors, j'ai jamais douté que la réunion des radicaux était la solution dans le contexte qui se présentait à nous. Mais j'ai parfois douté qu'on y arriverait. J'ai pas douté que le choix qu'on imaginait était le bon choix. J'ai douté de notre capacité à l'exercer. Je voudrais dire combien, avant de citer quelques personnes, dire combien ce moment est important pour moi. Moi, j'ai adhéré à ce parti avec la conviction qu'il pouvait jouer un grand rôle et faire de grandes choses. Et je sens qu'aujourd'hui, nous franchissons une étape en ce sens. Je voudrais dire à André que je suis heureux qu'il trouve ça très bien. Mais je voudrais vous dire à vous tous que certains ont aidé à dissiper les choses. Et je ressens la même chose que ce qu'a ressenti Didier Mauss ce matin à notre congrès radical. Didier Mauss, bon, alors il se trouve que je suis juriste de formation, donc quand on est juriste de formation, on est quelques-uns dans cette salle. Didier Mauss, il a écrit des livres, il a écrit des manuels. C'est un professeur de droit émérite, dans de grandes facultés, dans de grandes écoles. Et puis à chaque fois qu'on bidouille un peu la Constitution, on y a droit sur les ondes radio et parfois sur les plateaux télé. Et c'est un monsieur toujours d'une placidité toute britannique. Et pour la première fois, c'est la première fois en tout cas depuis 1988 que je vois Didier intervenir dans des congrès, où j'ai senti un nœud dans sa voix, une pause parce que les paroles s'arrêtaient, parce qu'il s'apercevait que comme président de la commission des statuts, avec son homologue radical de gauche, il était en train de réunir la famille, et qu'il en avait beaucoup parlé,
mais qui n'avait peut-être pas pensé le voir finalement. Donc moi je ressens cette même joie, cette même fierté, et je voudrais adresser des remerciements. D'abord à Sylvia, avec qui les choses se font en confiance. Et la confiance est réciproque, et donc elle a bien voulu la donner, je le remercie. Je voudrais remercier tous ceux qui se sont engagés dans cette aventure, qui ont participé au groupe, au comité, les trucs qui pilotent, qui imaginent, qui suivent, qui avancent, bon, qui préfigurent. Bon. Parce que je sais qu'on avait tous des points de vue différents, des personnalités fortes, mais ça c'est typiquement radical. Je dirais même que ça doit être génétique, sans vouloir paraître fataliste. Et dire que finalement on a convergé. Voilà. On a convergé au-delà des positions de chacune et de chacun, au-delà des histoires vécues au sein des deux formations. Et je voudrais les remercier de cet effort qu'ils ont fait pour faire prévaloir un bel intérêt commun qui était de réunir la famille. Enfin, je voudrais remercier les militantes et les militants qui, ce matin, dans 2 congrès séparés, aujourd'hui dans un congrès d'union, ont scellé notre réunion. Et je voudrais dire à ceux qui ont fait un petit pas d'écart, parce qu'ils ont des doutes, parce que ça heurte certaines habitudes, ça peut créer des difficultés dans son mandat, sur son terrain, je voudrais leur dire que nous les comprenons. Je voudrais leur dire qu'il faut qu'ils restent attentifs à ce que nous allons faire, parce que nous espérons bien faire des étincelles, bâtir un grand parti humaniste, laïque, social, européen, qui leur donnera envie de revenir, et ils seront les bienvenus, nous saurons les accueillir. Et je terminerai simplement pour dire que la France est un pays merveilleux. On en a eu 2 magnifiques témoignages. Je crois que tous les radicaux sont des gens de culture, ils ont tous une pensée pour Jean d'Ormesson. Et il montre combien un Français peut être sublime, d'intelligence et d'émotion. On l'a eu plusieurs fois au livre sur la place avec André Anancy. La pensée de ce philosophe, parce que c'est un philosophe, est aussi claire que son regard bleu, et ses livres sont aussi charnels et aussi heureux que son sourire d'enfant. Et puis je crois que tous, vous avez été d'un courage remarquable, puisque vous n'êtes pas allés sur les Champs-Élysées pour participer à la grande fête populaire pour honorer Johnny Hallyday. Mais cette ferveur populaire, moi j'y retrouve par la chanson, par l'émotion, ce que j'avais trouvé par les silences dans les marches après les attentats. La capacité de la nation à vouloir se retrouver autour du sentiment d'être français, qui mêle la raison, le respect de la personne, la conviction des droits et des libertés, mais qui mêle aussi cette idée qu'on partage une belle épopée, faite d'histoire, faite d'art, faite de culture. Et je crois que personne d'autre, mieux que les radicaux, peuvent comprendre combien la France mérite qu'on travaille pour elle, avec la raison, mais aussi avec la passion. Merci de votre attention.